Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, je fais une petite parenthèse. Mon invitée, Abigail, a eu vraiment beaucoup de choses à nous raconter. C'est hyper poignant. Alors, j'ai décidé finalement de découper cet épisode en 2 petits épisodes, enfin en 2 épisodes tout court. Du coup, là, je te propose d'écouter la partie 1 et je te diffuserai la semaine prochaine la seconde partie, pour que ce soit un peu plus digeste. Donc, j'espère que tu seras là aussi la semaine prochaine pour écouter la suite de son histoire, parce que vraiment, je t'assure, ça vaut le coup d'écouter. C'est hyper important les messages qu'elle a à faire passer. Alors, va jusqu'au bout. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour ne pas louper la suite de cette histoire. Et je te mets tout de suite cette première partie. Aujourd'hui, je reçois Abigail Guérener, maman de Paolo et fondatrice du compte Le Cœur de l'eau. Elle va nous partager une histoire forte, parfois taboue, toujours bouleversante, celle d'une naissance qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Un accouchement violent, une sensation de rejet immédiat de son bébé, une culpabilité immense. Et pourtant, une reconstruction magnifique, guidée par ce qu'elle connaissait le mieux, l'eau. Je suis déjà émue, tu sais. Abigail est maître nageuse et c'est grâce à l'éveil aquatique qu'elle a recréé ce lien avec son fils. Aujourd'hui, elle en a fait une mission, transmettre ce pouvoir de l'eau à d'autres parents avec sa formation digitale guide parental aquatique. Bonjour Abigail. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast et de partager ton histoire. Avec grand plaisir. Je suis contente et ravie d'être là. Ouais, je suis contente aussi. Est-ce que tu peux commencer du coup par nous raconter ce qui s'est passé au moment de ton accouchement, qui a été le début de toute la suite de ce que tu as à nous raconter? En fait, c'est parti, alors même un petit peu avant, ça veut dire que bon, moi j'étais coach sportive dans une salle de remise en forme avec un très très gros volume de pratique et j'étais enceinte de mon fils encore jusqu'à 5-6 mois et je lui laissais pas d'espace. Déjà, ça démarre de là. C'est que dans ma profession, dans ce que je me faisais comme image de ma carrière, finalement, il n'y avait pas réellement d'espace pour un enfant. D'autant plus que j'avais toujours vécu dans un cadre familial qui m'a poussée à être mature assez rapidement. Je n'ai pas eu le sentiment réellement de vivre cette enfance-là, où j'ai endossé un peu le rôle de maman avant, enfin à la place de ma maman. Et j'arrivais à une partie de ma vie personnelle en tant que femme où je commençais déjà à me redécouvrir, à me découvrir, à apprendre à savoir dire non, plein de choses comme ça. Et ce petit bout est arrivé. Donc j'avais déjà un peu ce sentiment ce sentiment en fait finalement d'espace un peu volé, et ce qui a annoncé en fait une grossesse qui était déjà un petit peu, mal appréhendée, alors que pourtant, de prime abord, c'était un choix, de l'avoir. C'était pas un non-choix non plus, c'était pas une surprise, C'est même ce que s'il j'allais a te été demander. C'était pas une surprise? ça a été surprenant parce qu'avec mon conjoint, on en discutait et on s'est dit: «Bon, bah, ouais, on essaye, on essaye», et en fait, dès la première fois, j'ai dit: «Non, non, non, stop, 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 on s'arrête là, c'est pas le moment pour moi», et en fait, c'était déjà en route. Ah oui, d'accord, je comprends, Voilà. ouais. Donc ça reste un contexte quand même assez particulier, ouais, ouais. Assez Et tu avais particulier, quel mais âge quand tu es tombée enceinte? bah, là, il a 4 ans, j'en ai 32, donc 27. D'accord. Donc ouais, la grossesse, jusqu'à que finalement le confinement m'impose de rester à la maison et d'arrêter de faire 20 heures de sport semaine, ce qui Ouais. était d'ailleurs pas forcément bien. Normalement, il faut en faire, mais bon, à moindre mesure, hein, faut pas exagérer non plus. Bah là, en fait,
je me suis posée et là, il a pris toute la place. Ça veut dire qu'avant, on le voyait pas beaucoup et là, il a pris de la place énorme. Mon ventre, voilà, a explosé, tout ça et donc il y a eu, un peu ce deuil du corps, de mon corps aussi précédent, avec le nouveau et voilà. Il y avait un chamboulement qui fait que je pense que je ne lui ai pas laissé l'opportunité de pouvoir grandir de la meilleure façon possible, qu'il soit en tout cas dans le ventre. Et en fait, arrivé à peu près à 15 jours, 15 jours de l'accouchement, enfin de la date d'accouchement, en fait, je me suis retrouvée avec des contractions très très violentes sur tout le flanc gauche. Vraiment, des muscles, vraiment j'avais tout le flanc gauche. Ça m'est arrivé une fois où c'est tellement contracté qu'en fait, même tous les muscles intercostaux, donc entre les côtes, tout ça et tout, c'était très 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 contracté et je n'arrivais plus à respirer correctement. Donc la première fois, ça allait parce que quand on a appelé la sage-femme, elle m'avait conseillé, de prendre une douche chaude, d'essayer de détendre le muscle et ça avait fonctionné. Par contre, peut-être, je dis peut-être une bêtise, je me souviens plus exactement, mais je crois une semaine après, ça a recommencé, mais là, ça a été tellement violent que en fait, je ne respirais plus du tout et c c'était fou et d'ailleurs, pour une anecdote simple, hein, j'étais en formation de coaching mental justement pour apprendre à gérer toute cette énergie-là parce que je voulais être la meilleure mère qui soit déjà. Je voulais apprendre à gérer mes émotions, à penser un peu mes plaies, tout ça avant qu'ils naissent. Et je suis allée le jour de la formation quasiment jusqu'au bout de ma grossesse. Vraiment, en vrai, j'étais en formation jusqu'au bout. Il y a un matin où je me réveille et je me dis, mais je sens que ça va pas être ma journée à 15 jours de l'accouchement. Enfin, de la date d'accouchement en tout cas. Je me Oui. réveille, je dis à mon chéri, je dis: «Ah, aujourd'hui, je sais pas pourquoi je sens que ça va pas être ma journée, mais bon, on y va quand même». Il me dépose à la formation, je m'installe sur le banc, je lui dis: «Putain, je sens que ça va pas aller aujourd'hui, je sais pas pourquoi». Et c'est là où les muscles ont commencé à se contracter justement, donc il m'a ramenée à la maison, il devait travailler à côté de ça. Et là, j'ai fait douche sur douche, j'ai essayé de m'étirer, j'ai essayé de respirer, impossible. Et la douleur a tellement été intense et violente que je l'ai appelé. J'ai dit non, là, il faut vraiment que tu m'amènes aux urgences tout de suite, vraiment. Sauf que je n'arrivais plus à m'exprimer correctement, j'arrivais plus à respirer correctement. Et mon conjoint, en fait, au lieu de s'en remettre à ce que moi je disais, parce qu'il était un peu dans la panique aussi, il a appelé la sage-femme. La sage-femme qui indiquait que bah non, c'était pas le moment. Et que si vraiment c'était urgent, il fallait qu'on aille la voir. Donc il m'a déplacée jusqu'au cabinet de la sage-femme et je m'en rappellerai et je vous jure, hein, c'est pas une image, hein, c'est vraiment, je me souviens qu'il s'est garé sur le parking de la consultation, enfin de la sage-femme. J'ai ouvert la porte, j'avais tellement mal que je me suis mise à ramper par terre. J'avais le souffle tellement coupé, ça a été j'ai des émotions qui. C'est jamais facile hein, d'aller raconter toutes ces Non, périodes qui en nous plus de ça, bouleversent. quand tu m'as écrit que tu m'as dit oui, j'aimerais bien t'avoir et tout, je me dis c'est bon, j'ai déjà traité le truc, donc ça va Ouais. aller. Et en fait, plus on se rapprochait de la date et de l'horaire, plus en Ouais. fait, moi qui suis très bavarde à la base, je me dis bon, allez, faut y aller. Donc je me suis même posé la question, je ne devais pas annuler, tu vois, mais bon. Donc ça a été très très difficile et elle nous positionne, donc enfin elle nous demande d'attendre parce qu'elle était déjà en consulte. Et en fait, franchement, je vais être violente dans mes mots, mais je beuglais comme une vache, quoi. La douleur était tellement insoutenable que là, mon conjoint m'a écoutée cette fois-ci et on est allé aux urgences. Et en fait, aux urgences, j'étais vraiment blanche, blanche, blanche. Et là, en fait, ni une ni deux, j'ai été mis sous péridurale. On m'a lancé dans la salle de travail, tout ça. Et en fait, le travail n'était pas réellement officiellement lancé. Donc, ça a été, pour la faire rapide, ça a été 23 heures de travail. Avec des contractions régulières, mais finalement une dilatation qui ne se faisait pas réellement. Et ça, je pense que c'était lié au stress en partie. La péridurale qui m'a quand même vachement soulagée au démarrage, ça m'a permis de dormir un peu. Et après, en fait, ils avaient beau me charger, me charger, me charger, ça ne faisait plus réellement effet. Et quand il était venu le temps de vraiment cette phase d'accouchement, en fait, plusieurs complications s'est amenée. La tension de mon fils est descendue, enfin ma tension à moi est descendue trop basse. J'étais sur du 8-7. Ça les avait impressionnés parce que c'est une tension de coma, hein.
Donc ils avaient décidé d'injecter en fait un produit qui permettait de pouvoir remonter en fait la tension pour ne pas mettre en danger l'enfant. Et au final, ça a eu l'effet inverse, c'est que mon fils est monté en tension très haute en très peu de temps. Et moi, bah, ça n'a pas résolu quoi que ce soit. Et de là, ils ont décidé de me mettre vraiment au travail justement, d'accélérer, de gratter un peu la poche des os, bah, d'utiliser du coup les forceps. Je forçais comme un âne, j'écoutais pas grand-chose. J'en avais vraiment, j'étais tellement épuisée, tellement à bout que j'ai cru, je n'ai pas envie de choquer les personnes qui vont nous écouter, mais pour être honnête, j'ai vraiment eu l'impression de mourir tellement que c'était fatigant, éreintant. Et Tu as eu peur sur le moment, tu as eu peur pour ta vie, vraiment. C'est ça que tu as Euh, ressenti? je dirais pas que j'ai eu peur en soi, ou du moins je m'en souviens pas. Par contre, je sentais que j'étais tellement fatiguée, épuisée, que une fois qu'on a sorti mon fils avec les forceps, il avait le cordon le cordon ombilical autour de la gorge, tout ça et tout. Il était mal positionné, enfin tout ça. Quand on m'a dit, est-ce que vous le voulez pour le pot à pot? J'étais tellement épuisée que, vous savez, un peu, enfin, je pense qu'on t'en a peut-être déjà parlé, mais ce côté instinct animal que je n'avais jamais connu de ma vie, vraiment jamais connu de ma vie. Bah là, je l'ai reconnu tout de suite. C'est vraiment la sensation que si on me le posait sur mon torse, enfin, on m'enlevait le peu d'énergie qui me restait, c'était pas possible. J'ai tout de suite refusé. Et c'est mon chéri qui a incroyablement pris le relais, qui a été génial, qui lui était tout excité, tout content, il était très très fier et je le voyais. Donc ça a été d'un grand soutien. Mais c'est vrai que voilà, pendant 3 4 jours, bah j'avais plus de force, je pouvais pas parler, je comatais, j'attendais que les jours passaient. Enfin, c'est même pas que j'attendais, c'est que je m'en rendais même pas compte des jours qui passaient. Et j'ai vraiment repris de l'énergie, tout ça et tout, à partir du troisième jour, ouais, trois, quatrième jour, où là, bah, de toute façon, on vous laisse pas tomber, hein, parce qu'il y a des visites médicales toutes les demi-heures, presque. Surtout qu'il y avait quand même une tension assez forte dans la salle d'accouchement parce que les infirmières se posaient littéralement la question s'il fallait pas me faire une césarienne ou pas. Il y avait vraiment un stress de l'équipe médicale lors de l'accouchement. Et en fait, c'est ma gynécologue qui a dit non, 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 elle en est capable, elle va accoucher par voie naturelle, on y va, tout ça. Et je me souviendrai tout le temps, le lendemain ou le surlendemain, elle est venue me voir du coup à la salle enfin, de repos et elle est venue justifier son choix. Et moi, jusque-là, j'étais tellement dans les vapes que je ne savais, je n'arrivais plus à remettre les idées en place. Et quand je l'ai vue et qu'elle m'a dit, écoutez, voilà, j'ai décidé de faire ça, de vous amener à ça, tout ça, qu'elle a justifié son choix parce qu'elle me connaissait, tout ça, j'ai dit, mince, en fait, oui, effectivement, il y avait quelque chose d'angoissant qui se passait ce jour-là. Oui. Et je trouve ça étonnant que tu utilises les termes son choix à elle, parce que ça fait vachement référence à un autre épisode que j'ai enregistré avec Clotilde à travers la maternité. Je sais pas si tu la connais, où on a beaucoup parlé de ce côté justement souveraineté dans l'accouchement et où c'est la femme qui doit faire le choix de ce qui va se passer. Et là, en t'écoutant, je me dis que ouais, t'as fait aucun choix, tu t'es laissé porter. Après, peut-être que c'était aussi ta décision sur le moment de te reposer complètement sur le corps médical. Et dans ce cas, c'est très bien si tu l'as vécu comme un soulagement de te reposer sur le fait qu'ils allaient prendre les décisions pour toi. Mais justement, ça m'amène à cette question. Est-ce que est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, comme un soulagement, ou est-ce que après coup, tu t'es dit, j'aurais aimé moi-même faire ce choix ou peut-être un autre choix, mais en tout cas faire le choix qui allait être fait? Bah, en fait, sur l'instant T, quand vraiment je commençais à vraiment me vider mon énergie, j'étais déjà en tension très basse, ça a été complexe. Plusieurs fois, j'ai demandé la césarienne. J'ai dit la césarienne, je veux une césarienne parce qu'on m'avait éventuellement proposé, en fait. Avant ça, je m'étais jamais posé la question parce que pour moi,
En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Pour être honnête, je pense que j'ai un peu occulté cette phase-là. Et quand j'étais vraiment dans le travail pur et que je commençais vraiment à fatiguer au bout d'une vingtaine d'heures, j'avais demandé, voilà, là c'est bon, j'en peux plus, je veux la césarienne, je veux la césarienne. Et peut-être que c'est de là où l'équipe médicale, infirmière, tout ça, s'était dit, bon, peut-être qu'on va lui proposer, je ne sais plus comment exactement ça s'est goupillé. Mais voilà, la gynécologue avait bien dit non, on fera pas, on va le faire en voix basse, elle en est capable, tout ça. Alors, est-ce que j'ai eu le sentiment du non-choix? Oui, mais j'avais vraiment confiance en elle et en tout cas, mon intime conviction, c'est qu'elle avait fait ce choix-là à ma place, mais c'était OK. Parce que Ouais. si elle m'en sentait capable, c'est que je pouvais le faire. Je pars du principe que je suis Ouais. capable de tout. Ça, c'est un peu mon défaut. Je suis capable de tout. Et d'ailleurs, si on me dit que je suis pas capable de, alors on est sûr à 100% que je vais donc, je pense qu'elle me connaissait assez, en tout cas, pour me dire non, non, on y va. Et j'ai pas regretté. Je l'ai quand même amèrement payé parce que faut savoir que du coup, je poussais vraiment comme un âne et il y a des séquelles quand on n'écoute pas. Euh, mais je le regrette. Ok. Super. C'est quand même le plus important. Oui. Euh, T'expliques avoir refusé le contact de ton bébé et que tu m'avais partagé que le pot à pot, il avait eu lieu que le lendemain pour toi. Là, tu nous as dit que ton bébé a bien eu pot à pot avec papa au moment de la naissance. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti à ce moment-là? T'en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais au niveau des émotions, du ressenti, tu mettrais quel mot derrière tout ça? Quand mon enfant était posé sur papa et non sur moi. Oui, en fait, toute la période où il y a eu ce refus de contact avant que, enfin, progressivement, tu aies ce contact avec ton bébé et c'est arrivé que le lendemain, c'est ça, hein? Il y a eu quasiment 24 heures entre la naissance et le premier contact, c'est ça? Ouais. Euh, Pendant ces 24 heures, alors déjà, j'étais tellement fatiguée qu'en fait, je ne voyais pas ce qui m'entourait réellement et ce qui se passait réellement. Franchement, je dormais beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai pas encore conscientisé cette étape-là. Par contre, c'est le après où là, je commence à conscientiser et ça a été très culpabilisant de me dire que j'étais ce style de maman. Le style de maman qui rejetait son enfant, tout ça. Alors, je l'ai travaillé, hein, je le sais, ça va largement mieux, hein. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti sur ce jour J, c'est vraiment, mais enfin, comment tu peux te permettre déjà dès ces premiers jours d'être aussi égoïste? Et ça, c'est vrai que ça m'a travaillé quand même pas mal. Et ça m'a suivi quand même assez longtemps parce que l'amour de mon fils n'était pas instantané. Je l'ai vraiment, bah, j'ai commencé vraiment à aimer mon enfant à partir d'un an et demi. Avant, je faisais mon rôle de mère, je remplissais mon rôle de mère. Euh, je l'aimais parce que voilà, c'est l'image qu'on se fait d'une maman qui doit aimer son enfant, mais je ne sentais pas de connexion profonde. Voilà, je me disais qu'il fallait que je l'aime, donc je l'aimais, je faisais, j'étais automate, je faisais, je subissais, en grande partie parce que je n'avais pas de manuel comme une bonne partie des parents quand ils ont un enfant, et puis des conseils alors qu'on les demande pas, tout ça, donc j'avais vraiment besoin d'isoler, de m'isoler énormément. Et il y a que à partir d'un an où là vraiment, je me dis mais waouh, quand il a été vraiment dans la première communication, ça veut dire dans les échanges. Là, je me dis waouh, ok, non, là, c'est chouette et je suis fière. Mais avant ça, non, c'était très compliqué. Mm. Merci pour ton courage de partager ça, surtout que t'es vraiment pas la seule, quoi. C'est bien plus courant que ce qu'on imagine et je pense que beaucoup n'osent même pas le dire, voire même n'en parlent peut-être même pas dans leur couple. Enfin, tu sais, gardent ça au fond d'elles et font bonne figure, mais au fond d'elles, il n'y a pas ce truc et ça arrive qu'après. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus acceptable dans la société que les papas et cette connexion qui arrive plus tard et beaucoup moins de la part des mamans, alors que en réalité ça peut se passer comme ça et que
Vraiment, il y a aucune raison de culpabiliser parce qu'on ne choisit pas les émotions qu'on Mmh. ressent. Elles sont ce qu'elles sont, quoi et on peut rien y faire. C'est comme ça, tu vois? Tout à l'heure, quand je t'ai entendu dire ce style de maman, tu as dû voir à mon visage que ça me marquait. En fait, heu, je trouve que il faut éviter justement de se mettre des étiquettes. C'est pas parce que, on a vécu certaines émotions ou certains ressentis à un moment que c'est marqué, ça y est, sur notre front et qu'on est ce style de maman, comme tu dis, qui ne tombe pas amoureux de son enfant et qui, le repousse parce que c'est pas ça, c'est juste, passager. Il y a eu un premier passage, c'est 24 heures et puis après ce second passage plus long d'environ 1 an dont tu nous as parlé, mais qui était déjà autre chose que, les premières 24 heures et puis tu vois, c'est un chemin et tu n'es pas ce style de maman. Tu es une maman parmi tant d'autres qui fait son chemin dans la découverte de la maternité, tu vois? Et je pense que c'est plus ça qu'il faut se dire, mais je comprends par contre complètement ce sentiment de culpabilité et j'avais une question sur ce sentiment-là justement. Est-ce que tu estimes que dans ton entourage, peut-être même le papa de ton bébé, hem, est-ce que est-ce que tu as l'impression qu'on t'a jugé sur ça et que ça a, ajouté du poids à ta culpabilité? Comment ça a été, perçu de l'extérieur, ce qui se passait entre toi et ton fils? En fait, heu, ce sentiment de justement ne pas être ce style de maman, c'est que j'avais des points de référence avec ma belle famille. Ma belle OK. famille de base, sont, voués, enfin en tout cas, proposer l'image d'avoir, 3 enfants, comme reconstruire un petit peu ce qu'eux ils ont vécu, 3 enfants, que voilà, le côté accomplissement, d'être, maman, tout ça. Il y a également aussi, que les grossesses et les accouchements ont été quand même, plutôt bien vécus en règle générale de ce côté-là et c'était l'amour pour tout de suite, c'était, plein de photos à partager. Alors que moi, c'était l'inverse. C'était un peu, bah, l'inverse, c'est que, bah, je ne vivais pas cette fusion, là, ne vivais pas, j'avais un peu le sentiment d'obligation et d'ailleurs ça a mis un peu de tension, hein, au sein du cœur de la famille, Oui. parce que je ne tenais pas, très souvent au courant, d'appeler régulièrement. On m'a souvent reproché justement de ne pas assez appeler, de voilà, de pas envoyer assez de photos, de tout ça. Et du coup, c'était un peu mon référent, mon modèle de référence qui était le plus proche parce que tous nos enfants, en fait, sont nés sur quasiment la même année. Ils se suivent tous plus ou moins et je suis la seule à en avoir que. OK. Et oui, la culpabilité a été énorme. Moi, je l'ai vécu comme une pression. Maintenant, je vais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Mais oui, ça a été assez compliqué, d'autant plus que je me suis laissée aussi surmener pour pas mal de choses. Donc la maison a été pas non plus très clean. Enfin, pas clean comme on l'entend, tout faire passer, tout ça et tout. Non, c'était une maison qui vivait et pour ça, j'allais pas mettre davantage d'énergie à ça. Je me Tu as bien concentrais fait. bah, en tout cas, c'est ce que j'avais besoin sur ce moment-là. J'en avais vraiment besoin et c'est vrai que ça a pas été tout de repos de devoir laisser, ces personnes enfin, voilà, cette partie de la famille, du coup, s'intégrer au sein de ce cocon-là. Je pèse un petit peu mes mots parce qu'il y a plein de choses qui me travaillent parce que là, comme on est sur en version en ligne, ça touche au-delà de moi, ça touche tout un cocon familial et même, j'espère que si un jour mon fils, tombe, je sais pas, à tout hasard sur ton podcast, mon chéri, je t'ai aimé dès le début, mais c'est vrai que la connexion s'est faite un peu plus tard, donc C'est pardonne-moi d'avoir ça. été, C'est pas qu'il y avait pas d'amour, c'est que c'était, un amour en construction, en fait, que tu avais besoin d'apprendre à aimer, c'est pas si simple, d'un coup d'apprendre à aimer un enfant. Ça n'a rien à voir avec un amour, avec, un amoureux. C'est complètement autre chose et c'est pas forcément si inné que ça, contrairement à ce qu'on dit. Alors il y en a, oui, mais d'autres non et c'est normal. Voilà, tu es
t'es très loin d'être la seule et évidemment que tu as aimé ton fils dès le début, mais tu l'as aimé à ta façon par rapport à tes à à ta capacité à ce moment-là de donner, en fait, à donner ce que tu pouvais à ce moment-là et tu as appris petit à petit à à créer cet amour, comme plein d'autres relations. Une relation, ça peut prendre du temps avant d'être, équilibrée et voilà, en gros, c'est un petit peu ça, quoi. En tout cas, ça c'est certain. J'ai donné, ça, il y a une chose qu'on ne pourra jamais m'enlever, c'est que j'ai donné le meilleur de ce que j'avais sur cet instant T. Ça, c'est certain. Voilà, j'ai toujours été comme ça, toujours donné tout, tout dans un objectif, tout dans ma carrière, tout dans mes relations, tout ça, etc. Et avec lui, je lui ai donné tout ce que j'avais sur ce moment-là, en tout cas. Bah oui, et ça, tu peux pas le regretter ou tu peux pas culpabiliser de ça. On a tous nos limites et on fait tous de notre mieux et voilà, c'est comme ça. On est comme ça. Dans ce que tu as dit, ça me donne envie quand même de rebondir. Je trouve que dans ce que tu as partagé, on a l'impression qu'il y a beaucoup de poids sur la femme plus que l'homme. Tu m'as parlé de ta belle famille qui, par exemple, te reprochait de ne pas envoyer assez de photos. Et j'ai envie de te dire, euh, oui. Et alors, pourquoi cette famille n'a pas demandé à son propre enfant, c'est-à-dire le père, de s'en occuper? Parce qu'en réalité, il pouvait très bien le faire à ta place, tu vois. Donc, c'est quand même assez fou, quoi, ce poids qu'on met sur la femme. Et puis, quand tu me racontes la maison était pas clean et tout ça, euh, peut-être que je me trompe, mais à travers ces lignes, enfin à travers ces mots plutôt, j'ai l'impression que c'est un peu comme si ça aurait dû être mon devoir où on me faisait penser, l'entourage me faisait penser que ça aurait dû être à moi de faire mieux ceci, mieux cela, et cette espèce de pression énorme sur les épaules d'une femme. Et du coup, il était où, papa, dans tout ça? Enfin, pas il était où, mais qu'est-ce qu'il a fait au milieu de tout ça, notamment par rapport à cette relation avec sa propre famille? Alors, comme je te l'ai dit, il va y avoir un second épisode, donc Abigail répondra à cette question dans le deuxième épisode. Donc, je te remercie d'avoir écouté cette première partie et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette interview que, en tout cas, moi, je trouve poignante. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour avoir la suite et puis pour avoir tous les autres épisodes aussi. Merci d'être là et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.